Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent à ce webinaire qui va être un webinaire très intéressant sur la réanimation cardio-pulmonaire et particulièrement la ventilation. Alors tout d'abord, je me présente, Patrick Plaisance, je suis responsable des urgences à l'hôpital Lariboisière à Paris, m'intéressant beaucoup à l'arrêt cardiaque également. Et je trouve que ça tombe bien pour cette année puisque tout le monde travaille sur les nouvelles recommandations, a hâte de savoir un petit peu ce qu'il y a autour. Et on va pouvoir en discuter pendant cette heure avec vous. Alors malheureusement, merci à Secours Expo de m'avoir invité, mais dans un contexte qui est toujours aussi contraint en virtuel, mais ça ne va pas nous empêcher d'être très interactif et pour vous de discuter également, notamment à la fin, des différentes questions que vous aurez le temps de récupérer et de noter par chat tout au long des deux exposés. Alors, le titre de ce webinaire, c'est de la réanimation cardio-pulmonaire à la ventilation. Quand on dit réanimation cardio-pulmonaire, on est vraiment sur du massage cardiaque externe ou de la compression thoracique, comme on dit maintenant, mais en sachant que même si celle-ci est très monitorée, hein, avec tout ce qu'il faut et dans les recommandations, c'est haute qualité, bah, la haute qualité dans la ventilation, on va voir que ce n'est pas aussi évident que ça. Alors, je me permets aussi de remercier TSC, Surgical Company, qui est dans sa division urgence réanimation, nous invite à discuter avec vous de cet important sujet. Je vous présente les deux personnes que vous connaissez déjà par cœur, qui vont être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons avoir le docteur Daniel Jost. Daniel Jost est de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et il est le médecin référent responsable de la recherche clinique au niveau de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de la BSPP. Et il nous parlera globalement des recommandations nouvelles. On a la chance de les avoir eues récemment pour ce qui est de l'Europe. On les a eues l'année dernière, un petit peu en amont pour la partie outre-Atlantique. Et cette réanimation cardiopulmonaire, on va se concentrer sur la partie réanimation cardiopulmonaire de base. Ensuite, on enchaînera sur un autre topo du docteur Abdo Kouri. Abdo Kouri est notre maître à tous, correspondant à la présidence de l'EUSEM, hein, l'European Society of Emergency Medicine, qui est donc notre société européenne, nouvellement nommée, mais qui, pour aujourd'hui, s'intéresse particulièrement depuis longtemps à la réanimation cardiopulmonaire également, mais plus spécifiquement dédiée à la ventilation. Et il a d'ailleurs travaillé sur un dispositif de monitorage de la ventilation dont il vous expliquera quelques détails plus tard. Mais la ventilation est un élément qui doit être vraiment pris en compte dans cette réanimation cardiopulmonaire, où là, c'est vraiment à la fois la réanimation de base, mais aussi la réanimation spécialisée. On continuera par une petite discussion à trois, un petit jeu de questions-réponses. Pendant ce temps-là, chattez, posez toutes les questions que vous voulez en chat. Et ensuite, on terminera par un petit jeu de questions-réponses où le docteur Khoury répondra à vos chats en direct. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va démarrer la première présentation par Daniel Jost et les guidelines, donc les recommandations sur la réanimation cardiopulmonaire. Daniel. Merci Patrick. Je vais donc vous parler des premiers maillons de la chaîne de survie et je vais vous présenter les points essentiels, je dirais critiques, qui vont optimiser le bon déroulement des trois premiers maillons de la chaîne de survie. Il faut savoir tout de suite, il n'y a pas eu de grosses modifications entre les recommandations 2015 et 2020. Les progrès préhospitaliers sont avant tout organisationnels et associés à l'utilisation des outils de la nouvelle technologie. Et il est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de mesurer une évolution en termes de survie sur une durée de moins de 10 ans.
Donc l'arrêt cardiaque exige de plus en plus des innovations cumulées et successives pour pouvoir impacter le pronostic d'un patient. En tout état de cause, on va commencer par la chaîne de survie qui a été élaborée dans les années 90 et qui nous sert encore aujourd'hui. Alors la chaîne de survie de Cummins et les principes sont toujours d'actualité. En présence d'un effondrement, l'alerte précoce est essentielle, suivie du massage cardiaque externe précoce, d'une défibrillation précoce. Voilà pour les 3 premiers maillons. Le mot précoce est fondamental. Une fois le patient défibrillé, on a une stabilisation hémodynamique qui est apportée par l'équipe médicale préhospitalière qui doit permettre un transport vers le service hospitalier adapté et qui apportera un traitement définitif de la cause de l'arrêt cardiaque. La nouveauté en 2020, c'est le rajout d'un maillon tout à droite de la chaîne que je ne vais pas développer, mais je veux quand même citer et qui concerne le rétablissement complet du patient à la sortie et après la sortie de l'hôpital, notamment la récupération complète sur le plan neurologique. Alors, le travail de ces dernières années, si je reviens à nos premiers maillons auxquels on va s'intéresser, a consisté à améliorer la prise d'appel au centre de réception des appels, autant que la qualité du massage, de la RCP et la précocité du choc. Premier maillon, l'alerte tout à gauche, et avec un outil maintenant qu'on maîtrise tous et qui a tout changé, le smartphone. Il permet une alerte plus précoce par un témoin qui peut désormais rester aux côtés de la victime et interagir avec l'opérateur du centre d'appel 1518 qui reçoit l'alerte et qui va donner les conseils aux témoins. Alors l'impact du smartphone est tel qu'il a ouvert la voie à ce qu'on appelle aujourd'hui la chaîne de survie numérisée, formalisée par Covic déjà en 2011 et qui a pris encore plus d'importance au fur et à mesure des années. Alors pour l'aide au massage, pour l'alerte on en a parlé, pour l'aide au massage, les smartphones possèdent un accéléromètre intégré et on a la possibilité de télécharger des applications d'aide au massage cardiaque. Pour la défibrillation, le smartphone permet le téléchargement d'applications de géolocalisation des défibrillateurs publics. Et donc, on va parler un petit peu de l'alerte, de ce maillon alerte, qui consiste à détecter par téléphone pour l'opérateur un arrêt cardiaque. Et ça reste une action essentiellement humaine, même si certaines technologies commencent à se développer, et notamment des techniques d'intelligence artificielle qui seront bientôt capables de détecter l'arrêt cardiaque en fonction de l'intonation et des termes qui sont employés par l'alertant. Au moment de l'alerte, l'opérateur du centre de réception des appels identifie la présence d'un arrêt cardiaque, et c'est d'autant plus difficile que les arrêts plus récents qui viennent de s'effondrer sont aussi les plus difficiles à détecter. Parce qu'on a ce fameux mouvement respiratoire résiduel qui survient au décours d'un arrêt cardiaque, qu'on appelle le GASP. Ce GASP est confondu souvent avec une ventilation normale. Et pour contourner ce problème, les recommandations suggèrent d'utiliser un certain nombre de techniques. Et je vais vous parler simplement de la technique du top-ventre, où au téléphone, l'opérateur du 15-18 demande de mettre une main sur le ventre à l'alertant qui se trouve aux côtés de la victime et d'annoncer un top à chaque fois que le ventre se soulève. Et en fonction de l'intervalle entre deux tops, notamment s'il dépasse 6 à 7 secondes, ce qui correspond à une fréquence respiratoire de 8 à 10 cycles par minute, dans ce cas, le massage cardiaque est indiqué. Donc la fréquence des mouvements ventilatoires est validée comme un indicateur utile pour détecter l'arrêt cardiaque, en tout cas l'état de mort apparente. Une fois détecté, les secouristes sont envoyés, le massage est initié, en tout cas guidé par téléphone. Le centre de réception des appels va alerter, va déclencher un citoyen sauveteur, qu'on peut encore appeler bon samaritain, via une application de géolocalisation installée dans le centre de réception des appels, et tel qu'il en existe maintenant dans de nombreux pays. Donc un premier citoyen sauveteur peut être envoyé pour aider au massage cardiaque et un second pour chercher un défibrillateur pour essayer d'aller récupérer le défibrillateur le plus proche. Alors, ces applications sont gratuites, on peut les télécharger sur iPhone, Android.
Il en existe plusieurs en France et elles permettent à la fois de géolocaliser le secouriste qui va accepter de servir comme citoyen sauveteur ou de consulter une cartographie des DSA publics les plus proches du lieu où on se trouve. Alors, comment ça fonctionne? Selon l'application, il faut avoir une formation minimale de secourisme. Il faut être connecté via Internet, avoir son téléphone allumé, accepter la géolocalisation. Il faut savoir que c'est une application qui ne va pas consommer de batterie supplémentaire pendant l'utilisation du téléphone. Et il n'y a pas de géolocalisation permanente du smartphone en dehors des moments où on peut être sollicité par l'application. Alors, une telle application ne fonctionne que si on a une adhésion de toute la population. Et cette adhésion monte crescendo, elle a été freinée par la Covid, mais elle permet actuellement un renfort humain avant l'arrivée des secours institutionnels. Et sur ce graphique, je vous rapporte le nombre de bons samaritains déclenchés sur la région parisienne en 2017-18. En bleu, on a la courbe du nombre d'alertes qui ont effectivement été envoyées aux bons samaritains. En gris, le nombre de bons samaritains qui ont répondu et se sont déplacés, et en rouge, le nombre de bons samaritains qui ont réalisé un geste de survie. On voit qu'il faut beaucoup de bons samaritains, beaucoup de déclenchements pour finalement peu d'interventions. Mais c'est clairement l'effet de masse qui fait que ce type d'application va fonctionner. La pente est bonne, d'autant plus que la législation est venue faciliter l'action d'un citoyen dans la mesure où elle a statué sur la notion de citoyen sauveteur, qui est un statut qui exonère l'intervenant de toute responsabilité civile pour un préjudice éventuel qui serait lié à l'action de secours. Alors, les perspectives de ce type de secours connecté, il faut espérer qu'un recrutement plus important de citoyens sauveteurs soit réalisé via des campagnes de communication qui existent déjà, mais qui devront être amplifiées, et puis continuer la formation de la population aux gestes qui sauvent via les associations de secourisme et les centres de formation dédiés. Alors voilà, l'alerte est suivie de la réalisation du massage cardiaque, et les axes de recherche pour l'amélioration de la qualité du massage cardiaque sont encore extrêmement nombreux. Le massage de haute qualité, voilà le terme qui est utilisé, qui est employé dans les recommandations depuis quelques années et qui est repris en cette année 2020. C'est le respect des recommandations pour les différents paramètres qu'on voit apparaître sur ces diapos. Donc, parmi ces paramètres, on a la fréquence de massage, dont la préconisation est de 100 à 120 par minute, la profondeur d'une compression qui doit qui doit viser 50 à 60 mm, 5 à 6 cm, veiller au retour de la paroi thoracique à son point initial, donc au niveau 0, la position des mains pendant la compression, la minimisation des interruptions qui doivent être inférieures à 10 secondes et dans la mesure du possible être quasi nulles, ou en tout cas le moins longue possible. La séquence des cycles de RCP, ça veut dire l'alternance de 30 compressions pour 2 insufflations. Il y a aussi une vitesse de relâchement, la vitesse de relâchement de la compression, mais qui ne peut pas être maîtrisée par le témoin seul. Et pour mesurer et pour guider, monitorer cette vitesse de relâchement, la profondeur, la fréquence, on a du feedback de massage en temps réel que les recommandations suggèrent fortement, avec, enfin, en fin de prise en charge, un débriefing pour évaluer la RCP, en tout cas quand c'est possible pour les secouristes professionnels. Alors, la fréquence de massage, quelques mots, une fréquence d'au moins 100 compressions, c'est nécessaire pour obtenir une circulation minimum des organes vitaux. Ce qui est intéressant, c'est que les défibrillateurs sont maintenant tous équipés d'un métronome, donc d'un bip, dont il suffit de suivre le rythme pour masser à la fréquence correcte. Alors, les recommandations préconisent une profondeur de compression entre 5 et 6 cm. Les recommandations préconisent une profondeur des compressions entre 5 et 6 cm. En dessous ou au-delà de cet intervalle, la compression sur le cœur entraîne une moindre éjection sanguine, ce qui a un impact direct sur la survie des patients. Et attention, comme je le disais, à la réexpansion complète du thorax, au retour
après relâchement de la compression pour que le cœur puisse se remplir et assurer une éjection à la compression suivante. Là encore, les défibrillateurs qui sont capables de mesurer la profondeur en temps réel vont délivrer un message visuel ou sonore qui va dire à l'utilisateur appuyez plus fort, appuyez moins fort pour corriger l'action du sauveteur. Et dans les guidelines, on retrouve une étude récente qui rapporte une hausse de 25% du taux de survie grâce à cette rétroaction audio qui concerne la profondeur des compressions et la relaxation. Alors, on a une association entre profondeur et fréquence des compressions réalisées. Ce sont deux paramètres qui sont indissociables. On retrouve une association entre profondeur et fréquence des compressions réalisées. Quand on masse trop vite, on ne peut pas atteindre la bonne cible de profondeur. Au-delà de 120 cycles par minute, on ne peut pas maintenir une compression de plus de 4 cm, 4 cm et demi de profondeur. Donc on a des dispositifs, ces dispositifs de mesure de la qualité et une aide au massage qui émanaient, les dispositifs qui existaient jusqu'à présent, émanaient de dispositifs externes, indépendants du défibrillateur, et donc il fallait rajouter au défibrillateur. Et la mise à disposition au public à grande échelle de ces dispositifs indépendants n'a pas réussi à montrer son impact sur la survie finale des patients. On voit qu'il y avait un problème de faisabilité et d'intégration dans l'utilisation que ce soit du témoin ou des secouristes professionnels. Alors que la qualité du massage reste une condition nécessaire, mais malheureusement pas suffisante pour survivre. Donc on a certains fabricants qui captent les informations de massage, profondeur, fréquence, à partir des électrodes du défibrillateur, et l'information est transmise au défibrillateur qui va les restituer visuellement ou vocalement au sauveteur. Alors, je voulais vous montrer, pour le paramètre suivant, les interruptions de massage, ce dessin qui illustre de parfaite façon la manière dont l'interruption de massage va altérer les pressions de perfusion. Donc, on a les traits noirs verticaux qui sont les compressions. Et l'effet de ces compressions sur les pressions de perfusion, vous l'avez sur le trait rouge. On voit que dès qu'on interrompt le massage, la ligne rouge qui représente le niveau de pression obtenu baisse brutalement. Et en fait, on a un désamorçage de la pompe et il faudra un certain nombre de compressions nouvelles pour retrouver une pression circulatoire minimum dont ont besoin les organes vitaux. Alors pour un témoin isolé, c'est là une des raisons qui fait qu'on continue de préconiser dans un premier temps le massage cardiaque seul. Et à l'arrivée d'un second aidant, du bon samaritain ou d'une aide qui vient prendre le relais pour les compressions, à ce moment-là, on est deux au chevet du patient. C'est le cas aussi pour les secours professionnels qui vont arriver sur les lieux et ils vont alterner massage et ventilation avec un ratio de 30 compressions pour 2 insufflations, qui est un compromis maintenant établi depuis de nombreuses années, qui n'a pas changé dans les recommandations en 2020. Et ce compromis établi permet de satisfaire à la fois circulation et oxygénation tout en minimisant l'effet délétère des interruptions. Voilà. Alors ici, on a une reproduction d'un tracé électrocardiographique enregistré par un défibrillateur et les événements de RCP associés. Dans ce cas que je vous rapporte, les temps morts de massage juste avant et après le choc étaient particulièrement longues et d'autant plus délétères. Et on peut les réduire à leur strict minimum facilement, simplement en étant attentif et réactif aux messages délivrés par les messages vocaux qui sont amenés à être exécutés. La recommandation 2020, en fait, consiste à encourager les secouristes à atteindre un temps de compression délivré égal à au moins 80% du temps de prise en charge. Mais c'est une valeur qu'on ne peut mesurer qu'une fois l'arrêt cardiaque réalisé. Donc, il s'agit d'avoir un outil aussi de rapport d'intervention avec, comme ici, avec un tracé et les différents événements survenus au cours de la prise en charge. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres aspects à développer sur le massage cardiaque externe, mais concernant le DSA, je crois qu'il y a un formidable challenge qui nous attend, c'est le déploiement
des drones pour apporter le défibrillateur au plus près, au plus vite au chevet de la victime. Alors, il n'y a pas de recommandation encore. On est encore un peu en amont, mais plusieurs études ont examiné la faisabilité de l'envoi des défibrillateurs par des drones dans des études de simulation. Et ces études ont confirmé qu'on pouvait s'attendre à ce que les défibrillateurs arrivent plus précocement par drone que par ambulance. Et le gain peut aller de quelques minutes en zone urbaine à plus de 10 minutes en zone rurale. Les drones pourraient également jouer un rôle plus important dans les zones à faible densité de population et à faible densité de défibrillateurs publics, ou alors encore dans les zones montagneuses et rurales. En tout cas, l'histoire reste à écrire et on espère avoir des recommandations à ce sujet dans les années à venir. Alors, en conclusion, on revient à ce que préconise la Fédération française de cardiologie depuis des années, ce qu'il y a dans la chaîne de survie, la chaîne des secours qu'on connaît maintenant, là aussi depuis plusieurs années. Les premiers maillons consistent à alerter précocement, mais pour alerter, il faut reconnaître l'arrêt cardiaque, il faut l'identifier, il faut le détecter, suivi d'un massage et suivi d'un choc le plus précoce possible. La nouveauté, alors ce n'est pas une nouveauté dans les recommandations, en tout cas c'est une nouveauté en termes juridiques en France, sous couvert du statut de citoyen sauveteur. Retenir que les temps morts tuent. Il ne faut pas avoir peur de démarrer un massage cardiaque. Et je crois qu'un massage cardiaque, une fois démarré par un témoin, ne doit pas être interrompu, ne doit plus être interrompu jusqu'à l'arrivée des secouristes professionnels. Et la perspective des nouvelles technologies, l'application de géolocalisation. Et on se donne rendez-vous en 2025, j'espère, pour des recommandations sur les drones. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Daniel, pour cette très intéressante présentation. On va enchaîner. J'espère que vous avez déjà commencé à chatter pour les questions. On va enchaîner donc sur une partie un peu plus spécifique, qui est la partie ventilation. On a attaqué sur les premiers maillons de la chaîne. Et là, on va enchaîner avec le docteur Abdo Khoury sur la ventilation, le monitorage de la ventilation, qu'est-ce qu'il en est en 2021. Abdo Khoury, c'est à vous. Merci Patrick pour cette introduction. Et puis le maître à tous, c'est plutôt toi et c'est pas moi du tout. Donc en tout cas, je suis très heureux d'être avec vous, vous deux aujourd'hui. Ouais, effectivement, comme tu l'as dit, c'est plutôt un webinaire virtuel. On n'a pas la chance d'être à Secours Expo tous ensemble, à se voir, à discuter et puis échanger nos pratiques, échanger sur nos expériences, sur nos pratiques. Je vais parler de la ventilation aujourd'hui et j'ai quelques conflits d'intérêts. J'ai eu pas mal de financement de la région Bourgogne-Franche-Comté, de la Commission européenne aussi, pour faire des travaux sur la ventilation, sur l'arrêt cardiaque, mais plus particulièrement sur la ventilation de l'arrêt cardiaque. Ces travaux ont abouti à concevoir un dispositif de monitorage de cette ventilation manuelle durant l'arrêt cardiaque, dont je parlerai un peu plus tard dans ma présentation. Et je voudrais remercier The Surgical Company de nous avoir invités à ce webinaire et de parler de ce sujet ô combien important qu'est l'arrêt cardiaque et la ventilation de l'arrêt cardiaque aussi. Comme vous le savez, et comme Patrick l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, les nouveaux guidelines sont sortis. Et dans ces nouveaux guidelines, il y a eu une grosse partie de parler pour le massage cardiaque que Daniel vous a expliqué, vous a montré un petit peu l'importance du massage cardiaque et l'importance aussi de ne pas interrompre ce massage cardiaque. Et ça a été dit et redit depuis déjà plusieurs années, mais ça a été encore remis en question, ça a été remis sur la table dans ces guidelines-là. Et mais le problème, c'est qu'en est-il de la ventilation? Encore une fois, la ventilation est plus ou moins le parent pauvre de ces recommandations. En effet, il y a quand même eu 2 pages et demie dans ces recommandations, donc 2 fois plus que la fois dernière. Mais encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'éléments sur cette ventilation-là. Ils sont basés sur 3 études assez importantes, des études de cohorte, des études randomisées prospectives, très importantes pour parler de cette importance-là de la ventilation. Une étude que vous connaissez pas mal à gauche, qui a été faite par Patricia Jabre et Fred Adnet, qui a groupé des médecins des SMUR français et des SMUR belges. Une étude à droite américaine qui a essentiellement mis en place des paramédics américains. Et une autre étude anglaise, ROS2, qui a aussi regroupé des paramètres américains de 4 centres de
d'ambulance, de réponse aux arrêts cardiaques. Donc, des études assez importantes qui ont discuté de la pertinence d'intuber ou pas. Et encore une fois, le débat se résume: comment je contrôle les airways, comment je fais pour ventiler un arrêt cardiaque, est-ce que je l'intube ou est-ce que je le ventile avec un dispositif supraglottique, ou est-ce que je ventile avec le masque et le ballon auto-remplisseur. Je vais rentrer un petit peu dans ces études-là pour vous expliquer deux, trois trucs. La première, celle de Patricia Jabre, c'était une étude de non-infériorité, plus de 2000 patients quand même, randomisés, d'une très bonne qualité. Et le but du jeu, c'était de montrer que finalement, intuber un patient ne le tuait pas plus. Parce que le débat existant il y a quelques années, c'était quand on intubait les malades, eh ben, on les tuait plus. Ah ben non, cette étude a bien montré, sur plus de 2000 patients, que quand on intubait les patients, et quand c'était des gens qui étaient expérimentés qui intubaient les patients, ben, il n'y avait pas plus de morts. Donc globalement, mais comme c'était designé comme une étude de non-infériorité, on n'a pas montré que quand on les intubait, on sauvait plus de vies. Donc globalement, intubé ou pas, on avait la même proportion de survie, il n'y avait pas plus de morts en intubant les patients. Par contre, il y avait des choses assez intéressantes, c'est que souvent, intuber les patients, on arrivait à mieux les ventiler. Quand on intubait les patients, bah aussi, bah, il n'y allait pas, il n'y avait pas de rejet gastrique, et donc il n'y avait plus de pneumopathie d'inhalation par les suites. Donc c'était des choses assez intéressantes. Et donc globalement, qu'on intube ou pas, c'est exactement la même chose sur la survie. La deuxième étude, avec des paramètres américains quand même, pas mal de dossiers, c'était vraiment une grosse étude de cohorte, plutôt observationnelle. Et qu'est-ce qu'ils ont montré? Qu'ils ont montré que globalement, quand on les intubait, on les tuait plus. Et donc, plus souvent, quand on ne les intubait pas, c'était beaucoup mieux pour la survie, beaucoup mieux pour la survie, mais aussi avec des performances cérébrales assez correctes. Et donc, il fallait plus ou moins pas les intuber, ces malades-là, parce que si on les intubait, on les aggravait, on les tuait. Et une troisième étude qui était Airways 2, qui a aussi regardé à peu près les mêmes choses et qui finalement, quand on regarde bien, certes, il y a un petit léger plus pour l'intubation endotrachéale, sauf que le problème, quand on regarde un peu les datas et les statistiques, globalement, il n'y a pas de grosse différence entre intuber le malade ou le ventiler, ou intuber le malade, et plutôt c'était ici, entre intuber un malade et lui mettre un dispositif supraglottique donc pour la ventilation. Donc globalement, les deux se valent plus ou moins. Et sur ces grandes trois études, les recommandations de l'ICOR et de l'ERC sont basées pour émettre quelques recommandations qui, comme vous le remarquerez en rouge, sont tous de faible grade de recommandation, avec des évidences pas vraiment certaines. Et donc, globalement, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que globalement, on peut ventiler avec un ballon, avec un masque, comme on peut aussi partir sur une stratégie avancée dans l'arrêt cardiaque. Mais par contre, quand on ne sait pas très bien intuber, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, il vaut mieux aller sur une stratégie plutôt de dispositifs supraglottiques plutôt que d'intuber. Mais quand on sait faire et on sait bien intuber, on peut partir soit sur l'un, soit sur l'autre, il n'y a pas de souci. Et dans l'arrêt cardiaque intra-hospitalier, pareil, on peut aller dans les deux côtés parce qu'ils estiment qu'à l'hôpital, il y a des gens qui savent intuber. Et donc, globalement, ils savent aussi manier les advanced airway ou des dispositifs supraglottiques. Donc, ça, c'est intéressant, encore une fois. Et globalement, bon, OK, comment je ventile mon malade? Je ne sais pas trop comment je ventile, je sais plutôt comment il faut que je contrôle le airway. Bon, comment je le ventile? Ils le disent. Ils le disent quand c'est quand le malade n'est pas intubé, ben, il faut ventiler avec des séquences de 32. Voire éventuellement, on peut aussi proposer une ventilation continue. Mais quand le malade est intubé, à ce moment-là, on part sur une ventilation continue avec des fréquences entre 8 et 10, ça n'a pas été franchement précisé. Par contre, sur les volumes, on part sur les 400-600 millilitres, on part plutôt sur, il faudrait attendre que le thorax se soulève, et là, on dit que c'est une bonne ventilation. Et donc, globalement, ce débat, il persiste depuis des années, il persiste depuis les anciens guidelines, il a continué à persister maintenant, et on continue à voir, dès qu'on va sur Internet, qu'on va sur PubMed, qu'on va partout, quand on fait une recherche sur comment je ventile un arrêt cardiaque, tout ce que je retrouve, c'est comment contrôler les airways, avec toute cette histoire mythique autour de l'intubation. Est-ce qu'il faut que j'intube ou pas? Et comme vous l'avez vu sur les trois études assez importantes, qu'on l'intube ou pas, on n'a franchement pas résolu le problème. Et donc, pour nous, c'est ce qu'on avait publié il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on avait montré que intuber un malade ou pas, ce n'était pas ça la question dans l'arrêt cardiaque, c'était comment il fallait que je le ventile. Et qu'on l'intube ou pas, c'est une étude qu'on avait faite à Besançon il y a quelques années, on a bien montré que quand on l'intube ou on ne l'intube pas, dans les deux cas, on l'hyperventile, on est en moyenne à 24 par minute. Et qu'est-ce que disent les recommandations? Il faudrait aller plutôt sur les 8-10 par minute. Et sur les volumes, pareil, on mettait trop de volume globalement.
Et puis, des fois, comme il y avait des fuites, donc ce n'était pas assez, ça dépendait. Et surtout, quand on n'intubait pas les malades, on avait des volumes d'insufflation gastrique qui étaient assez importants. Désolé, je suis passé très vite là-dessus. On pourrait me croire. Et donc, globalement, quand on regarde le registre européen Eurocar sur l'arrêt cardiaque et sur la ventilation de l'arrêt cardiaque, ce registre auquel le ZIN participe énormément, la France aussi et pas mal de pays, quand on regarde bien, il faut absolument bien les ventiler, les malades. Vous voyez la différence entre juste des chest compression, ça veut dire qu'on le masse simplement, ou est-ce qu'on le masse et on le ventile en même temps? Et là, c'est indiscutable. Donc, quand on le ventile en le massant, il y a plus de retour à la circulation spontanée, mais surtout, il y a aussi plus de survie, il y a pratiquement le double de la survie. Donc, quand on masse juste les malades en les massant, juste sans apporter d'oxygène ou sans apporter de ventilation, bon, on a une survie, effectivement, qui est très faible. Mais par contre, quand on apporte de l'oxygène et quand on les ventile, on double cette survie-là. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de doute sur comment il faut faire. Il faut bien ventiler nos malades. Et malgré que les guidelines le disent, ils n'apportent pas de réponse. Alors, pourquoi ils n'apportent pas de réponse? Parce que globalement, on n'arrive pas à monitorer cette ventilation. On n'arrive pas à monitorer la qualité de la ventilation. On ne sait pas ce qu'on fait durant la ventilation, parce qu'il n'y a pas de dispositifs actuellement sur le marché qui peuvent nous montrer et qui nous donnent un feedback, comme pour le massage cardiaque, par exemple. Et Daniel vous l'a montré, il y a des dispositifs de feedback du massage cardiaque qui peuvent nous dire on masse bien, on masse pas bien, qui peuvent nous dire on comprime bien, on comprime pas bien, on a assez de profondeur ou pas. Sur la ventilation, rien n'existait. Et donc, globalement, on ne peut pas mesurer les paramètres ventilatoires. On ne peut pas mesurer dont le patient a besoin. Et pour nous, on n'a pas du tout de feedback sur ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on a des fuites? Est-ce qu'on n'a pas de fuites? Est-ce que tout va bien dans le poumon ou pas? Et donc, globalement, on ne sait pas ce qu'on fait. Et c'est ça que, même avec les dispositifs automatiques de ventilation, les ventilateurs, il y a aujourd'hui de nouveaux modes de ventilation qui s'adressent plus à l'arrêt cardiaque, mais il n'y a aucune évidence clinique pour le moment. Ils ne sont pas dans les guidelines. Les guidelines ne sont pas du tout penchés sur la question. Il y a eu une étude qui a été sortie en septembre dernier qui a proposé un algorithme sur comment ventiler un arrêt cardiaque avec des réglages à faire durant l'arrêt cardiaque et en post-arrêt cardiaque. Mais globalement, rien n'a été validé dans les guidelines. Même les guidelines n'ont pas franchement parlé de ce problème de ventilation automatisée de l'arrêt cardiaque. Donc, quid de la ventilation, de monitorer de la ventilation manuelle? Nous avons développé un dispositif, comme je vous l'avais dit tout à l'heure en introduction, nous avons développé un dispositif de monitorage de la ventilation manuelle, EOLife, donc qui va nous guider avec du visuel et avec du son aussi, pour nous donner un bon feedback pour la qualité de la ventilation qu'on est en train de donner aux patients. Et en même temps, ça va nous donner une bonne qualité de ventilation, quel que soit le secouriste qui est en train de ventiler. Que ce soit un pompier, un ambulancier, un infirmier ou un médecin, on aura tous ce dispositif-là qui va nous guider et qui va nous dire est-ce qu'on ventile bien ou pas et qui va nous reconcentrer dans les bons guidelines et dans les bons paramètres de ventilation. Et ça a été développé basé sur l'étude sur 140 personnes qui ont ventilé, des ambulanciers, des infirmiers, des secouristes, des médecins anesthésistes, urgentistes, réanimateurs, qui sont tous venus ventiler un arrêt cardiaque avec un malade qu'on avait simulé, c'est un laboratoire, un mannequin simulé intubé ou un mannequin simulé non intubé avec le ballon, avec deux types de ballons différents, ambu et les RDA, qui, comme vous le savez, n'ont pas les mêmes valves. Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde vraiment globalement que quand on ventile sans le dispositif, vous voyez un peu les points là, sur la ventilation au masque sans le dispositif EOLife, on ventile, on n'est pas du tout dans les ranges qu'on avait demandé pour le volume, tandis que quand on met les EOLife, on est bien dans le range, on est bien dans la partie qu'il faudrait faire. Au niveau de la fréquence, c'est exactement la même chose. On a des fréquences qui montent et comme ils peuvent descendre, ils montent jusqu'à 25, 30 des fois. Est-ce que quand on est avec EOLife, on est vraiment dans la marge de 8-10 par minute. Et pareil pour les patients qui sont intubés. Les patients qui sont intubés, on a exactement le même problème. Les volumes ne sont pas du tout dans les bonnes normes. Et pareil pour la fréquence. Quand on utilise EOLife, ça c'est les X pour EOLife, quand on utilise les EOLife, on est vraiment dans le bon range et c'est là où il faut vraiment ventiler et correctement ventiler. Donc, en conclusion, effectivement, il faut ventiler, mais pour ventiler, il faudrait quand même un monitorage de cette ventilation, un feedback qu'on a de cette ventilation pour pouvoir mieux ventiler nos malades et peut-être augmenter la survie.
Est-ce qu'il nous faudrait plus d'automatisme? Oui. Plus d'intelligence artificielle? Oui. Et Olive est basé sur l'intelligence artificielle, mais pas que. Il y a les respirateurs qui arrivent maintenant. Est-ce que ces respirateurs vont apporter la réponse? On ne sait pas. En tout cas, ils ont un coût quand même assez certain et qui vont être généralisés aujourd'hui dans toutes les ambulances, dans tous les camions des pompiers. Donc, globalement, il faudrait réfléchir à notre stratégie. Il faudra aussi une formation assez importante en ventilation pour utiliser des ventilateurs. N'importe qui ne peut pas utiliser un ventilateur, malheureusement. Et donc, globalement, notre boulot maintenant, c'est de travailler pour un peu changer ces guidelines dans le futur. Alors, effectivement, Daniel a parlé d'un horizon 2025 pour mettre des drones, mais on va essayer quand même d'avoir un horizon un peu plus tôt que 2025 pour essayer d'inclure la ventilation et que les gens parlent plus de ventilation plutôt que de airway et que de contrôle des airways quand on parlera de la ventilation de l'arrêt cardiaque. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Abdo, pour cette intéressante discussion que nous allons avoir maintenant, donc juste en amont des éléments de ventilation et de monitorage. On va en discuter parce que c'est très important, c'est quelque chose qui n'existe pas globalement pour l'instant. On va voir ça avec toi après. Donc on a quelques minutes là, on est pile poil dans les temps, donc une petite dizaine de minutes pour discuter un peu, faire la synthèse de ce que vous avez un petit peu dit. Donc je démarre pendant que les chats continuent à tourner à fond. Je démarre sur quelques éléments, commençant par Daniel Jost. Alors, le premier élément, en fait, qui m'avait beaucoup plu pour les recos, qui devaient être les recos de 2015, avec le côté smartphone, le côté géolocalisation, etc., qui semblait quelque chose d'intéressant, semble être de plus en plus important, et des applications maintenant qui existent, et quel que soit le type d'application, vraiment c'est quelque chose qui est je dirais, à recommander, ces fameux volontaires. Je crois que c'est un élément vraiment important dans la mesure où nous, on est tous connectés là et on est dans le contexte médico-paramédical. Donc, on devrait avoir ces applications-là sur nos smartphones. Oui, oui, tout à fait. C'est l'effet de masse, comme je le disais. Il faut une masse critique il faut une masse critique pour que ça fonctionne. Ensuite, pour l'étudier et le mesurer, ben, il faut d'abord avoir cette masse critique dans la population pour pouvoir ensuite mesurer l'impact sur le pronostic immédiat et ce qui est encore plus difficile, c'est sur le pronostic à la sortie de l'hôpital. Et quel est l'effet alors, je ne suis pas certain qu'on puisse mesurer aussi facilement l'effet spécifique du smartphone. En fait, c'est un pack, hein, c'est tout l'organisationnel qui est revu et on n'a pas une modification uniquement liée à l'application, uniquement liée à l'intervenant. C'est tout un processus finalement, toute une stratégie d'alerte et de déclenchement qui est revu et qui est en train de s'implanter, de s'implémenter dans certains pays un peu plus vite que dans d'autres. Et est-ce qu'on sait, par exemple, si le fait qu'on ait des gens qui viennent plus précocement qu'avant, par exemple, le taux de fonctionnement de nos défibrillateurs à l'extérieur de l'hôpital, les DEF publics, est-ce qu'ils sont plus utilisés ou pas? Dans la mesure où ils sont plus précoces, on peut penser qu'avec des gens qui démarrent les affaires très tôt, on ait peut-être plus d'utilisation de ces DEF. Alors, pour faire la jonction avec la question précédente, les bons samaritains, les citoyens sauveteurs qui vont intervenir, on en a beaucoup et on a relativement peu, c'est quelques pourcents d'utilisation de défibrillateurs publics. Et ça, c'est à mettre en lien avec la densité d'implémentation des défibrillateurs publics. Donc, il y a une hétérogénéité. Il y a des études qui rapportent un certain nombre de bénéfices, mais ce sont des grosses niches, mais on n'a pas encore une homogénéité dans l'implémentation. En zone urbaine, c'est facile. En zone rurale, je reviens sur les pays scandinaves où ces applications prennent le pas, où l'alerte est
à retrouver une nouvelle configuration et où les drones sont utilisés commencent à être utilisés de façon relativement intéressante. Donc en zone urbaine, mais en zone d'accès difficile aussi. Daniel, moi, Oui. juste Patrick, pour rebondir un peu sur ce que Daniel dit, effectivement, au Japon, il y a une densité d'implémentation de défibrillateurs semi-automatiques qui est pratiquement à la portée de toute la population. Et les gens sont assez impliqués dans cette histoire d'arrêt cardiaque. Ils ont une survie quand même assez importante, publiée plusieurs fois. La question, Daniel, est-ce que tu penses qu'il y a toujours de la réticence chez nos citoyens pour masser, pour faire les premiers gestes de secours, ou ça a été un petit peu vaincu, cette histoire-là? Alors, dans les différents travaux, le taux de témoins est important. Le taux de témoins qui vont réaliser un geste a clairement augmenté. À peu près, dans tous les publis, on retrouve un taux de gestes réalisés qui est en claire augmentation. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est un geste de massage? Est-ce que le massage a été initié, je dirais, sur l'initiative spontanée du citoyen ou du témoin, ou est-ce que c'est parce que les centres de réception des appels ont mis en place la détection et le guidage téléphonique? Donc, bon, c'est dissocié. En tout cas, ça tire largement vers le haut. Ouais. Alors, tu as parlé tout à l'heure de ces smartphones parce que c'est intéressant, c'est un des trucs nouveaux quand même, et des possibilités d'applications qui aient en même temps des accéléromètres dessus et qui fassent en sorte qu'ils puissent monitorer la qualité de massage cardiaque externe. Ça existe toujours, ça, parce que j'en connaissais, et puis après, je ne les vois plus, moi, voilà. Sur le terrain, en tout cas, je ne vois plus ça sur les applications à télécharger. Ça existe, ça? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Alors, la limite de ce type d'application qui permet de guider la profondeur et la fréquence, Mm. en fait, il y a un accéléromètre dans le smartphone, hein, et certaines applications se sont greffées là-dessus. La limite, c'est il faut avoir le smartphone dans la main pendant qu'on masse. Et donc, ce n'est pas très commode. Donc, ce qui est en train de prendre le dessus, c'est plutôt le guidage télé. En l'absence de dispositif, c'est le guidage téléphonique au moment de l'alerte. Donc, les gens posent le téléphone, mettent le haut-parleur et se laissent guider. Ça guidera sur la fréquence, ça c'est relativement facile. La profondeur, Ouais, c'est un peu compliqué. on ne va pas s'en débrouiller. Ouais, c'est clair. Ouais, effectivement. Une autre question sur le côté pourcentage de compression. Où le pourcentage de compression, on était à 60%, on est bien. Maintenant, c'est plutôt 80%, c'est mieux. Dans le contexte de la réanimation de base, le vrai problème quand même, c'est quand même là où on a le plus fréquemment des FV. Le problème, c'est le temps d'attente qui reste long pour la charge du défibrillateur. Et par rapport à ce qui se passe sur le plan médical, quand le docteur arrive et qu'il a son DEF manuel, c'est qu'on est obligé de faire en sorte de ne pas toucher le malade, alors que quand on est dans le contexte de la réanimation spécialisée, on peut regarder ce qui se passe, on fait « Ah oui, a priori, c'est une fibrillation ventriculaire, on va charger, on remasse à ce moment-là ». Donc, les interruptions de massage, est-ce que c'est quelque chose qui, maintenant, avec les nouvelles technologies, sont limitées avec un temps d'analyse qui est plus rapide des défibrillateurs ou pas? Oui, tout à fait. On a des algorithmes qui ont réussi donc des algorithmes d'analyse et d'indication de choc, qui ont réussi à raccourcir le temps nécessaire pour l'appareil pour analyser le rythme cardiaque et donc l'interruption de massage pour effectuer cette analyse. Ça vient du fait qu'on améliore le traitement de signal qui permet de détecter une fibrillation sous le massage cardiaque, pendant le massage cardiaque. Ce n'est pas encore généralisé, c'est quelque chose dont on parle depuis 10 ans, depuis 15 ans. En tant que praticien, je me demandais, mais qu'est-ce qui coince pour que ça arrive? Et en fait, c'est plus compliqué que ça pouvait en avoir l'air. En tout cas, c'est en train de prendre sa place sur un certain nombre dans un certain nombre de défibrillateurs. Et effectivement, il faut. Alors,
il faut espérer que je ne veux pas dire dans les mois, mais la génération de défibrillateurs qui sort maintenant possède cette analyse sous le massage. Oui, tout à fait, extrêmement intéressant. Ce serait bien que ça progresse, effectivement. Si on se penche maintenant sur la partie ventilation, où c'est vrai que jusqu'à maintenant, on est un peu embêté parce que finalement, ça ne bouge pas beaucoup. Et on sait que la qualité, tu l'as montré, Abdo, de la ventilation est quand même très moyenne. Les études montrent, et ce n'est pas nouveau, qu'on ventile trop vite et on ventile trop en termes de volume courant. D'abord, le système que tu nous as montré est-il le seul pour l'instant à faire cette analyse, ce monitorage? Y en a-t-il d'autres? Et si oui, quelles sont les différences avec ceci? Alors, ce système qui fait du monitorage et du feedback, il est actuellement le seul disponible sur le marché. Il y a d'autres systèmes qui donnent des indications sur le volume envoyé. Il y a un système récemment qui a été mis sur le marché qui donne une indication sur le volume que tu envoies. Il donne des indications sur la fréquence parce qu'il y a une espèce de métronome qui nous dit voilà, il faut ventiler maintenant. Il y a des ventilateurs qui ont pareil, fait la même chose, un espèce de métronome, bip, hop, ça envoie un volume bien particulier. Mais il n'y a aucun dispositif sur le marché autre que Yolife actuellement, à ma connaissance, qui donne un feedback. Ça veut dire qu'il dit ce que le patient reçoit, qu'est-ce que le patient a pris, est-ce qu'il y a des fuites, il n'y a pas de fuite, des choses comme ça. Il n'y a pas pour le moment sur le marché. Et donc, Eolife est le seul qui est basé sur l'intelligence artificielle qui peut nous donner ces indications-là et qui peut en même temps nous guider. Parce que, un peu comme les accéléromètres dans l'arrêt cardiaque, il va nous dire ventiler plus, ventiler moins, plus de fréquence, moins de fréquence. Donc, tu vois, donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est le seul actuellement sur le marché, oui. D'accord. Alors, j'ai une question. Alors, quand on fait du 32, bon, le problème, c'est les deux, forcément. Ça va très vite. On ne sait pas très bien faire, forcément. Et là, on peut imaginer vraiment que ça soit très utile. Je ne veux pas dire que quand on fait de la compression continue, ça ne l'est pas. Mais j'ai une question par rapport à la compression continue, parce que à ce moment-là, on est asynchrone. Oui. Et la problématique, c'est je ventile, mais je ventile pendant une compression ou pas, j'en sais rien, enfin peu importe, je ventile quoi. Alors le 10 par minute, ça c'est quelque chose qui est important et qui continue à rester dans les recos, donc pas trop en termes de fréquence, mais est-ce qu'on est capable de dire avec ce type d'appareil de monitorage que on ventile proprement même pendant une compression? Alors, la question, elle est un peu différente, si tu veux. Oui, tu as tout à fait raison. À quel moment il faut timer cette compression-là? Ça, c'est une question très importante. Et aujourd'hui, il n'y a que les ventilateurs qui peuvent éventuellement nous apporter des réponses, un peu comme le ventilateur d'air liquide ou autre, pour ne pas faire de la publicité, ou Weinmann, qui peuvent peut-être nous apporter la réponse parce qu'ils se synchronisent éventuellement sur une compression. Aujourd'hui, l'ILCOR globalement et l'ERC n'a pas été capable de nous dire à quel moment il fallait ventiler. Et comme tu le remarques, 2 pages de ventilation, on parle plus comment il fallait intuber ou pas. On ne parle pas franchement de ventilation et qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Il y a beaucoup d'études à faire. Il y a déjà quelques-unes qui disent que le meilleur moment, c'est de ventiler en même temps qu'on comprime. Ça se discute, mais ça n'a pas encore été prouvé sur quoi que ce soit. Et c'est assez intéressant comme démarche et comme réflexion pour le futur. Pour le moment, quand tu fais du 32, tu ne sais pas à quel moment, quand tu fais du 32, tu interromps complètement ton massage et tu ventiles. Donc, ta ventilation ne va pas tomber du tout sur un moment de compression parce que tu fais de l'interruption. Et ta fréquence est ventilée et timée par le massage. Donc, on fait 30, on ventile 2 fois, on fait 30, on ventile 2 fois, et tu es à peu près à 8 par minute. Quand tu es en temps continu, ça va être un peu plus compliqué parce que, comme tu dis, tu ne sais pas à quel moment ta ventilation va tomber dans ton cycle cardiaque et à quel moment ta ventilation va tomber sur la compression ou sur le relâchement. Ça, il y a des travaux à faire encore, il y a des efforts à faire là-dessus et voir un petit peu une discussion ou plutôt une synchro entre celui qui masse et celui qui ventile peut-être pour dire vas-y, t'envoies ou as-tu dans le genre. Il faudrait voir ça un petit peu. L'appareil, quand on est en ventilation continue, parce qu'il y a 2 modes de ventilation sur l'appareil. Il y a un mode de ventilation continue où il va biper pour que tu ventiles et tu restes toujours dans ces normes de 8-10 par minute. Et quand il va biper peut-être, à ce moment-là, éventuellement relâcher un petit peu ou comprimer en même temps, voir un petit peu une synchronisation orale entre celui qui ventile et celui qui masse pourrait peut-être être quelque chose qu'il faudrait qu'on envisage et qu'on discute de plus en plus. Ok, merci beaucoup. Le temps passe. Il faut maintenant qu'on en termine de notre côté avant que tu récupères les chats d'abdos. Je fais une petite synthèse rapide
finalement de ce qu'on a pu se dire. Si je prends simplement la partie au départ réanimation cardio-pulmonaire de base, les maillons restent toujours importants. L'élément organisationnel, c'est ce que tu as dit beaucoup au départ, Daniel. Le côté alerté, massé, choqué, ça c'est aussi quelque chose de fondamental. Ce dernier sixième maillon qui est important, même si on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est la première fois qu'on a 6 maillons. Alors, on avait 4 maintenant, il y en a 5. On en arrive à un sixième avec la réhabilitation secondaire qui est fondamentale. Ça, c'est quelque chose aussi d'important. Les smartphones, tout ce qui est un peu numérique maintenant permet d'être maintenant plus précoce, je dirais, dans éventuellement l'amélioration de la qualité de la réanimation cardio-pulmonaire, avec on peut espérer la survie. Plus on est précoce, plus on peut penser à de la survie. Les smartphones avec la géolocalisation, le coût de l'accéléromètre qui est important, le guidage du massage cardiaque externe en le mettant sous haut-parleur. Donc vraiment, ça c'est quelque chose de fondamental. Ce côté citoyen sauveteur qui est important hein, par rapport à la législation maintenant. Allons-y, on peut y aller, hein, on peut masser, il ne faut pas avoir peur de ça. Le français a eu souvent peur de ça, donc c'est fondamental. Et puis on continue à travailler sur le massage cardiaque externe de haute qualité avec le massage qui va bien et obligatoirement l'accéléromètre sur les défibrillateurs. Maintenant, c'est obligatoire. Ça devrait être obligatoire en tout cas le masser, masser, masser. Et puis le défibrillateur avec une interruption de massage le plus précoce possible. Et puis, bah oui, bah là, on est sur la RCP, réanimation cardio-pulmonaire, qui est de haute qualité. Bah, la ventilation, c'est quelque chose sur lequel on doit maintenant continuer à travailler fort, parce que c'est quand même une faible partie. Mais tu nous as bien montré, Abdo, que si on fait que du massage, même longtemps, alors au début peut-être, mais après, si on fait que du massage, c'est moins bon que si on fait du massage et de la ventilation associée. Et l'accéléromètre, je dirais, pour le cœur et le monitorage de la bonne ventilation, fréquence, volume courant, pour la ventilation est quelque chose d'extrêmement important. Donc, ce type d'appareil comme le Life que tu as cité est sûrement quelque chose d'important et à mon sens, de grand avenir. Le fait dans la RCP spécialisée, de faire soit de l'intubation qu'on adore faire en France parce qu'on a du SAMU, mais finalement, on s'est aperçu même par une très belle étude française que bah, on ne tue pas plus, mais on ne fait pas forcément mieux. On fait de l'équivalence. Bon, montre que ce n'est pas la peine de s'acharner sur l'intubation. Et par contre, le massage est important. La ventilation, quelle qu'elle soit mécanique ou ventilation de bas, surtout si on se dit que l'intubation ne va pas se faire tout de suite, par définition, ça va se faire au bas-vu, eh bien, cette qualité-là, maintenant, il faut qu'on l'améliore de plus en plus. Donc, la haute qualité, c'est aussi la haute qualité ventilatoire, d'où l'intérêt de ce monitorage. En tout cas, cette session était extrêmement intéressante. Elle va se terminer donc par quelques questions que vous avez encore chattées pendant que nous discutions ensemble. Je vous remercie en tout cas, et puis je laisse la parole au chat et à Abdo.